Il nous reste un peu de temps pour avoir un dialogue, quelques échanges, questions-réponses, et que vous allez pouvoir adresser à nous trois. Donc des questions qui peuvent être spécifiques à l'un de nous trois ou à tous les trois. Et avant de commencer, j'ai envie de vous proposer juste d'écouter quelles questions émergent. Vous savez, on peut avoir des questions qui viennent de la tête, des questions qui viennent du cœur ou des tripes. Et souvent, c'est les cœurs et les tripes qui sont les plus intéressantes. Parfois, on a des questions de la tête. Oui, mais alors, comment est-ce que ça marche dans exactement tel cas? Mais j'ai remarqué que les questions souvent les plus intéressantes, c'est si elles vous impliquent vous-même. Okay, si c'est pas juste j'ai envie de comprendre un truc, mais si ça vous implique vous-même. Voilà. On prend peut-être juste 15 secondes, écouter la question qui veut émerger en vous. Et puis, pour plus de facilité, donc il y aura des micros qui se promèneront et je propose qu'on prenne 3-4 questions d'un coup. Et puis on répondra à celle qui nous donne le plus d'énergie. À cette heure-là, oui. Bonjour. Ouais, vous êtes où? Je suis là, pardon. J'ai lu et je suis très fan du bouquin. Deux choses qui m'ont interpellé. La première, c'est que dans les 12 exemples de réussite, elles sont toujours dirigées par des hommes. Ouais. Donc, est-ce que dans le monde dans lequel on se dirige, les organisations vont se libérer, mais il y aura toujours un homme à la tête? On peut peut-être mettre 3. Et c'est pas vrai, hein, 2 sur les 12. 2 sur les 12 sont des femmes. Donc on est dans les 15%. Ouais, c'est vrai, c'est comme ça, on se rapproche un peu. Non? Et l'autre, avant que je rende le micro, c'est que y a, dans les investigations que vous avez pu faire, il y a sûrement aussi des gens qui ont essayé, qui ont raté, et il y a beaucoup de choses à apprendre des gens qui ont raté, ou partiellement raté. Donc, est-ce que vous pourriez aussi nous partager ce qu'on peut en sortir? Merci. On prend encore une ou deux? Ouais. Oui, bonsoir. Merci pour le bon moment que vous venez de nous faire passer. Je suis Bastoun. Et il y a 15 secondes, vous venez de me retirer de la bouche la question que je voulais vous poser, à savoir que je me demandais à quoi servaient les 3 sièges qui étaient derrière vous jusqu'alors. Et vous venez d'oblitérer ma question, mais effectivement, à regarder Frédéric, Christophe en particulier, et enfin Michel, on sent quelque chose qui est en marche, littéralement en marche. C'est peut-être le plus beau geste de l'humanité que de mettre un pied devant l'autre, et Frédéric à lui seul a été ce soir jusqu'à la porte de Pantin, tant il a marché. Et c'est vrai que la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez le sentiment auprès des dirigeants, des entreprises, des organisations, des gens qui les habitent, qui les mobilisent chaque jour, qu'ils sont en train de démocratiser la société avec un petit s? Au XXe siècle, on s'est occupé à démocratiser les nations, on n'y est pas. Et voilà, la question, elle porte sur la possibilité d'une démocratisation de l'économie. Et puis là, à propos de ça, ma deuxième question, puisqu'il s'agit profondément de partager des valeurs, est-ce qu'il y a, selon vous, la possibilité de partager la valeur? On prend encore une troisième? Merci, c'est des questions riches. Merci à tous les trois pour votre intervention. Allô? Une question très brève. On a parlé depuis le début que d'entreprise. Est-ce que vous pensez qu'une administration publique, comme en France la fameuse éducation nationale, le secteur de la santé, ou même l'État français, est-ce que vous pensez qu'une organisation gigantesque peut elle aussi évoluer ou révoluer? Alors peut-être une dernière question, beaucoup plus concrète et précise. Donc moi je m'appelle Laure et je fais partie du Centre des jeunes dirigeants. Je dirige une petite entreprise, une agence de voyage de 10 salariés. Et ma question s'adresse au chef d'entreprise qui a témoigné là, dernièrement. Comment vous avez établi la gestion des salaires? Est-ce qu'on prend cette dernière question en très court, juste est-ce que c'est peut-être encore en chemin? C'est peut-être encore, bien sûr. Oui, l'organisation des salaires est classique pour le moment. On est au tout début du processus. Et vraiment, très sincèrement, aujourd'hui, je ne sais pas sur quoi. Il y a quelques pistes, notamment des témoignages dans le livre de Frédéric ou dans d'autres. On a quelques pistes où il y aura beaucoup plus d'autodétermination
et voir comment la régulation se fait. Mais on est vraiment au tout début du processus. Rappelez-moi les questions. Il y avait ici une question sur les échecs. les échecs. Merci. Donc, oui, d'abord, l'administration. Ouais. Donc, il y avait deux femmes. Donc, effectivement, l'école à Berlin, c'est Margret Rasfeld, qui a une boîte américaine qui s'appelle SoundsTrue. Et oui, on est encore, je crois, un peu dans des ratios un peu traditionnels. Ceci dit, je remarque quand je parle de ça, et j'ai eu l'expérience récemment, j'étais au Chili, qui est une société encore plus machiste que la nôtre, j'étais là pour le mariage d'un ami, et des conférences se sont improvisées. Là encore plus, mais même ici, que parfois j'ai l'impression que pour les femmes, le saut est plus facile parce qu'on a quand même une culture où pour des hommes, ça peut être plus difficile de se montrer dans son authenticité, de lâcher le pouvoir, voilà. Et donc je remarque que souvent c'est plus facile pour les femmes de se connecter rapidement à ce message, à cette façon de penser que les hommes. Alors c'est qu'un ressenti. Alors les échecs, je serais curieux de ta perspective aussi. Si on prend tout l'aspect plénitude et l'aspect raison d'être évolutive, a priori, je connais pas d'échec, je connais personne, aucune entreprise où parce qu'on a osé être un peu plus humain et se dévoiler, tout d'un coup l'entreprise se serait pris le mur. Pour la partie autogouvernance, c'est pas pareil. Je crois qu'on a connu, en particulier justement dans les années 60-70, plein d'échecs quand on y a été de façon un peu simpliste, avec plein de cœur et plein d'envie, mais en disant ouais, maintenant plus de boss, on est tous pareils, on verra bien comment ça fonctionne, on prendra le temps qu'il faut pour discuter le coup, etc. Parce que du coup, en fait, on enlève comme une colonne vertébrale qui est l'hiérarchie, mais on la remplace par rien d'autre. Il n'y a pas d'autre structure. Et donc tout d'un coup, il y a du chaos et donc des jeux de pouvoir qui, juste pour avancer, on crée des clans, des luttes, des machins, et donc c'est souvent bien pire. Mais je ne connais, moi, pas d'échecs d'organisations qui ont fait le chemin, qui ont trouvé d'autres structures, ces structures et qui n'ont pas eu un succès phénoménal. Il y en a plein là-dedans qui ont connu des grandes crises dans des industries cycliques et qui résistent nettement mieux à ces crises. Donc, je ne sais pas si... Est-ce que toi, tu... Peut-être juste un autre, en tout cas, qu'on pourrait appeler un échec, c'est... J'ai accompagné une entreprise, je ne vais pas citer, un groupe parisien, tu vois, qui il y a 3 ans ont vraiment décidé, tu vois, en tout cas, je sentais le président vraiment déterminé à y aller, enfin j'avais essayé vraiment de le checker plusieurs fois, etc. Et on a commencé tout un travail avec le COMEX, et puis après, emporté par une ou deux personnes du COMEX, on s'est engagé vraiment dans un travail d'écoute, de travail en profondeur, avec des centaines de cadres de la boîte. On a fait des meetings incroyables. Je me souviens d'une femme venant me voir en pleurant à la fin. Non mais jamais de ma vie on a été écouté comme ça, on a pu dire. Il y a eu des demandes de pardon du président devant tout le monde. Bref, des trucs de dingue en fait. 1 an après, le marché étant un peu difficile, un grand groupe sous LBO. Le président un jour m'appelle et il me dit Christophe, il faut que je te dise quelque chose. Alors qu'on se connaît vraiment bien depuis des années. En fait, j'arrive à faire confiance à personne. J'arrive à faire confiance à personne. Alors que j'avais vraiment checké, on avait lu, tu vois, tout le processus est démarré, tout s'est arrêté. C'était une violence pour moi. Moi j'ai dit, écoute, moi je veux bien continuer à t'aider, mais je ne veux plus mettre les pieds là-dedans, quoi. Les personnes qui étaient dans le COMEX, j'ai eu un mail il y a encore 3 jours, voilà, toutes celles qui étaient pour ça, en fait, sont parties, en fait. Et en fait, parce qu'en fait, quand on parle déçu, liberté, tu vois, quand on met un peu de liberté et de responsabilité, c'est liberté d'abord de penser, liberté de dire des choses, et peut-être liberté d'agir, voire liberté de décider. Et quand peu à peu, on met ça comme un vrai possible, et que tout d'un coup, au nom de considérations économiques ou non, et tout d'un coup, on dit non, en fait. Et là, ils ont mis, je sais plus, c'est McKinsey ou Roland Berger, boum, qui ont débarqué à 50%. En fait, stop, on va vous dire comment il faut faire. C'est une violence totale, en fait. Juste pour dire, en fait, c'est que se lancer dans un tel processus demande vraiment de checker et rechecker les convictions très profondes du dirigeant et le fait, tu le dis dans ton bouquin, qu'on soit bien protégé par le conseil d'administration. Parce que chemin faisant, des souffrances, des conneries, des machins vont sortir. Donc si c'est pas blindé, c'est dangereux.
Tu vois, donc sur ce chemin qui est pas facile, qui génère beaucoup de joie, des difficultés, voire des échecs dans le lancement peuvent être possibles si le dirigeant n'est pas prêt à oser la confiance, en fait. Tu vois, donc voilà, un petit témoignage, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, dans les organisations qui arrivent assez loin de l'autre côté, même si on n'est jamais arrivé, si la question était ouais, mais ça doit quand même être plus fragile, ça doit être bizarre, il doit y avoir des trucs. Ça, au contraire, elles sont incroyablement plus résilientes en général que les structures, comme la nature, quoi. À partir du moment où c'est distribué, ça devient infiniment plus résilient que. Ça me parlait aussi de la question sur plus large au niveau de la société, parce que je me rends compte que cette question m'est posée tout le temps. Ouais, mais en fait, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour l'éducation? Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nos démocraties? Et je me rends compte qu'à partir du moment où on ose penser autrement l'organisation, tout d'un coup, on se met à oser penser plein d'autres choses. Et donc, je pense qu'on a une souffrance aujourd'hui dans nos systèmes éducatifs qui sont énormes. Malheureusement, on a des systèmes qui sont extraordinairement sclérosés. Donc, je ne sais pas, en France, en Belgique, comment est-ce qu'on va arriver à les ouvrir. Je rêverais d'avoir une baguette magique. Mais je crois qu'il y a des choses qui sont possibles. Par exemple, quand il y avait la question aussi dans les services publics. Et en Belgique, par exemple, on a un très bel exemple, qui était d'ailleurs dans le film sur Arte, qui est le ministère de la Sécurité sociale. Alors moi, j'aime pas trop mettre les cases et les couleurs, mais quelque part, ce serait peut-être plus encore dans le niveau vert post-moderne. Mais ils ont fait des choses tout à fait extraordinaires, où, par exemple, ils ont arrêté, donc c'est des fonctionnaires de la Sécurité sociale, il y a plus de pointeuses, on ne mesure plus le temps de travail, les gens travaillent quasiment tous de la maison, du coup ils ont pu réduire les bureaux, les surfaces du bureau, du coup ils ont pu investir de l'argent, ils ont des bureaux qui sont superbes, où les gens veulent aller, du coup voilà. Leur productivité a augmenté à fond, et tout le début du truc, c'était ils avaient 2 nouveaux dirigeants, qui avaient envie de changer, et que ça énervait de se dire, plus personne ne veut bosser chez nous, il était impossible d'attirer des jeunes, et tout d'un coup, au contraire, c'est le ministère que tous les jeunes veulent rejoindre. Et c'est très amusant de les entendre parler, les deux qui ont fait ça, parce qu'ils racontent qu'au départ, ils faisaient ça un peu en dessous de l'écran radar, sans trop que le ministre ne se rende compte, parce que justement, c'est l'équivalent du conseil d'administration, et que les hommes politiques, en général, sont plutôt très peureux, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un truc qui leur pète à la gueule, qui ruine leur carrière. Et maintenant que c'est un succès qui est universel, qui est reconnu, tout d'un coup, tous les hommes politiques veulent être sur la photo, en disant c'est moi. Mais du coup, ça donne une licence à d'autres, et donc il y a le ministère des Transports maintenant qui démarre un truc, et donc tout d'un coup, ça devient entendable, acceptable pour d'autres ministères d'aller dans ce sens. Alors, est-ce que c'est facile? Certainement non, mais donc ça me donne espoir de se dire, tiens, si on arrive à avoir quelques exemples, tout d'un coup, il y aura peut-être moins de peur par rapport à ce nouveau modèle. Je peux donner juste un exemple. On accompagne depuis 3 ans un conseil général, l'administration d'un conseil général, dans ce chemin-là. C'est juste dingue, en fait. Évidemment, c'est les fonctionnaires territoriaux. Et il y a un DGS, vraiment, qui fait le chemin. Et je crois que pour la première fois de la vie dans l'histoire de la fonction publique, il y a un DAF qui vient d'être recruté. Et avant d'être vu, il a été vu par ses collaborateurs pour choisir. Évidemment, tout ça, c'est caché. Enfin, rien. Les politiques, pour ça, je ne vais pas donner le nom du département. Enfin, tu vois. Mais il y a des choses à l'œuvre, tu vois. Et alors, il y a une magnifique histoire qui est en train de se passer dans une ville, Saillant, dans la Drôme, je ne sais pas si tu as entendu, Frédéric. C'est au fond qui a été élu il y a 1 an et demi sur la base d'un projet collaboratif, en fait. C'est une équipe qui n'est pas venue avec un projet en disant nous, on a une base, c'est rendre le pouvoir aux citoyens. Et en fait, ils ont été élus avec tous des sans programme, pour que ce soit les citoyens qui travaillent sur tous les sujets. Donc il y a déjà des choses à l'œuvre, en fait. Voilà. Des choses souterraines. On a été consultés plusieurs fois, Noël et Jacques savent quelque chose, par la Sécurité sociale française. On a fait plein de meetings pour voir est-ce qu'on pouvait faire un chemin là-dessus. Pour l'instant, ça ne bouge pas, parce que c'est tellement politique. Mais j'ose croire que peut-être un jour, des patrons de caisse, choses comme ça, vont faire ça en silence, quoi. Et puis un jour montrer, vous voyez, ça marche comme en Belgique, peut-être, tu vois. Est-ce qu'on fait un autre round? Je crois qu'on a encore le temps pour faire un round. Ouais. Oui, bonsoir. Moi, j'ai été extrêmement intéressée par la conférence, c'est une évidence. Mais j'ai une question qui m'a énormément interpellée dans tout ce qu'on dit ici. C'est finalement, si on met ce processus en œuvre, que devient la place du dirigeant? Donc moi, j'ai monté ma structure, on est encore jeune et je veux vraiment mettre en place ce genre de choses. Mais quelque part, je me demande, je voudrais lâcher prise, mais du coup, quel sera mon rôle et est-ce que j'aurai encore un rôle, en fait? Merci.
Bonjour. Ouais. Moi, je travaille dans une très grande entreprise multinationale, 110 000 employés, où on a engagé effectivement cette démarche. Et moi, je me pose la question, effectivement, parce que c'est insufflé par notre président. Par contre, on voit effectivement, Christophe, vous avez expliqué le CODIR, effectivement le COMEX, il y a tout un travail à faire et je pense qu'il y a encore un long chemin à faire. Je me pose surtout la question, comment dans une grande entreprise où il y a des petites initiatives qui commencent à se faire, mais si toute la structure ne bouge pas, ces initiatives-là aussi, dans une entreprise comme ça, où on est très matriciel, on a beaucoup de travail transversal, comment faire en sorte que ça ne va pas se réduire en peau de chagrin, quoi, entre guillemets. C'est deux questions tellement riches que je suis désolé si je frustre les gens, mais je pense qu'on peut déjà commencer là. Peut-être, comment gérez-vous la peur du CODIR? La peur du CODIR, oui. Vous avez parlé de la vôtre, mais celle du CODIR. Et j'ai une question qui porte aussi sur le dirigeant. Il y a quelque chose qui m'apparaît... Je suis ici. Oui, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui m'apparaît comme un paradoxe, en fait, quelque part, entre l'image de la forêt, de l'écosystème, et puis la position déterminante, essentielle du dirigeant dans la transformation de ses entreprises. Voilà, j'arrive pas à concilier tout ça. Et du coup, ça me pose la question aussi, est-ce que vous avez l'expérience d'une suite d'un dirigeant qui est parti à la retraite ou où l'entreprise a été reprise et voulait continuer de la même façon, et comment ça s'est passé si oui? Je crois que c'est des questions qui se rejoignent. Oui, donc il y a un énorme paradoxe dans ce truc, qu'il faut à un moment donné un dirigeant très déterminé pour lancer ce processus qui va mener vers quelque chose où le dirigeant est beaucoup moins nécessaire. Donc là, il y a un paradoxe complet que tout le monde note. Et ça a à voir, je crois, avec le fait qu'on a aujourd'hui des organisations pyramidales où cette personne-là est tellement puissante que si cette personne-là ne veut pas ça, ça ne se fera pas. Et donc, oui, il y a quelque chose de complètement paradoxal de quelqu'un qui, à un moment donné, quelque part dans une sorte de dernier acte autocratique, va dire, écoutez, voilà, j'ai vraiment décidé que c'est vers ça qu'on va. Alors en invitant, en ouvrant, en dialoguant, mais quelque part en étant très déterminé. Et ça mène à cette question, l'autre question de, tiens, alors quel est le rôle du dirigeant? Donc d'une part, le dirigeant est nettement moins puissant, puisqu'il se soumet à exactement, si on va vraiment au bout de la logique, au même processus d'avis. Et donc, des Jos de Bloch et d'autres, voilà, ils ne peuvent pas prendre de décisions autocratiques, ils doivent demander l'avis des personnes, etc. Et ils prennent beaucoup moins de décisions. Par rapport à un autre truc, un jour qui m'a halluciné, c'était une des 12 boîtes, c'est une boîte cotée en bourse, Nasdaq, en Floride, Sun Hydraulics, et je passe du temps avec le dirigeant, au passage qui est le 3e, donc il y a déjà eu 2 passages de flambeau qui ont bien marché. Et je lui demande de voir sa semaine, son calendrier, son agenda. Et il me montre, et il avait 4 réunions sur toute la semaine, dont 2 étaient avec moi. Donc on n'est plus dans ces réunions, on n'est plus dans cette prise de décision qui vient à la tête, donc beaucoup moins de décisions. Et donc le rôle des dirigeants, d'après moi, il y a 3-4 rôles. Souvent, ça reste le visage vers l'extérieur, parce que l'extérieur a besoin d'un visage, de quelqu'un qui vers l'extérieur porte... Un deuxième rôle, c'est de tenir cet espace, parce qu'on est tous tellement programmés dans le modèle existant que constamment, dès que quelque chose ne tourne pas rond, en général, les gens vont dire « Ok, alors il faut à nouveau un processus, il faut à nouveau une signature, il faut réinstaurer, il faut retourner vers ce qu'on connaît. » Et donc, un des rôles, c'est très souvent de dire « Non, souvenez-vous, on fait différemment. » Un autre rôle qui est souvent très présent, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est celui de sentir vers où va cet organisme vivant. Donc souvent, ces dirigeants, ils sont bien placés pour impulser des choses. Je sens qu'on doit aller vers là. Et donc, un malentendu, c'est de dire non, tout doit venir de la base. Non, ils peuvent tout à fait. Et alors, comme ils ont plein de temps, il y en a énormément qui recommencent à faire du travail créatif, à s'investir dans des projets. Et c'est une des plus grandes joies que moi j'ai vues, c'est des gens qui disent « Enfin, je peux refaire du travail créatif ».
Ce qu'en fait, comme dirigeant, en général, on ne fait plus. On est en réunion, on approuve, on voit des PowerPoint, on voit des mémos, des choses comme ça. Et donc c'est très très paradoxal parce qu'on pense soit il est très fort, soit il est très faible, et en fait il est très fort sur certains aspects, je tiens l'espace, et sur d'autres aspects, il peut laisser passer. Est-ce que ça vous... Je heureux d'entendre votre perspective, et n'hésitez pas à me contredire si vous le voyez ou vous le vivez autrement. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, Michel? Toutes ces questions sur le rôle du dirigeant, je trouve que ce sont de bonnes et de vraies questions. On partage souvent jusqu'où être directif, jusqu'où être protecteur, incitateur, vraiment, c'est... il y a pas mal de membres du CJD, j'ai fait partie du CJD il y a quelques années. On a vraiment... Il faut rester objectif. On a vraiment besoin de confronter, d'échanger avec des pairs. Donc voilà, c'est une des vocations du CJD. Depuis quelques années, j'ai la chance de faire partie d'une association qui s'appelle EVH, où nous sommes vraiment un regroupement de chefs d'entreprise, de dirigeants d'entreprise, dont la plupart sont engagés dans des processus de transformation, de libération d'entreprise, de travail. Et ça, c'est un lieu ressource absolument fondamental, parce qu'il n'y a pas une bonne réponse à toutes ces questions que l'on se pose. Et on a besoin de les confronter. Alors bien sûr, quand on a la chance d'être accompagné, c'est déjà beaucoup, mais de pouvoir le confronter avec des personnes qui sont sur le même type de chemin, c'est une richesse extraordinaire. Il y a un autre point qui m'est venu à propos de « et si le dirigeant change, qu'en est-il » On a eu fin août, avec plusieurs personnes de l'entreprise, on a rencontré Jean-François Zobrist, qui nous partageait sa tristesse que, malheureusement, je ne sais pas s'il y a changement d'actionnaire, mais en tout cas, changement de politique, et voilà, il y a des choses qu'ils avaient créées qui sont abîmées. Et par exemple, en ce qui concerne notre entreprise, donc actionnariat familial et salarié, puisque nos salariés sont actionnaires d'entreprise, mais la famille garde un rôle important. Nous allons travailler en 2016 sur un travail de vision pour les actionnaires familiaux, car ils ont un rôle déterminant pour soutenir le dirigeant.